Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, les dynamiques familiales et l'aidance. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui. L'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, l'OSANO, offre des webinaires en direct d'une durée d'1 heure présentés par des experts en la matière sur divers sujets d'actualité importants pour les personnes aidantes naturelles. Notre but est d'offrir du soutien et des ressources aux personnes qui offrent gratuitement leur temps pour prendre soin de quelqu'un, tel qu'un membre de la famille, ami ou voisin. Mon nom est Carmen Paquette, je suis bénévole à l'OSANO et je suis votre modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Nous allons commencer le webinaire en rendant hommage aux peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bienvenue. Bien que nous nous réunissons aujourd'hui dans un espace virtuel avec des personnes provenant de partout dans la province, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance des territoires où nous nous situons. En tant que membres des cultures colonisatrices, nous sommes reconnaissants du privilège qui est l'occasion de nous réunir ici et nous remercions toutes les générations de personnes qui ont pris soin de ces terres depuis des milliers d'années. Pour ma part, je me joins à vous de la région d'Ottawa sur les territoires traditionnels de mes ancêtres du peuple algonquin Anishinaabe. Notre équipe est dévouée à un processus d'apprentissage qui consiste entre autres à mieux connaître les territoires traditionnels sur lesquels nous travaillons en explorant les alliances avec les peuples autochtones et en examinant comment nous pouvons appuyer les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Nous affirmons ainsi notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations en améliorant notre compréhension des cultures autochtones dans nos milieux. Nous vous invitons à prendre un moment pour réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez. Si ce concept est nouveau pour vous, vous pouvez utiliser la carte interactive que nous allons partager dans la boîte de discussion. Cette carte peut vous aider à identifier le territoire traditionnel sur lequel vous vous situez. Aujourd'hui, pour notre webinaire sur les dynamiques familiales et l'aidances, nous sommes extrêmement contents d'accueillir deux excellentes personnes. Brenda est une professionnelle de l'appui et du coaching. Elle a fondé son entreprise de coaching Silent Heroes en octobre 2017 et travaille comme coach pour l'OSANO depuis 2021. Elle est également consultante certifiée en proche aidance et compte plus de 30 ans d'expérience auprès des familles. Pendant 9 ans, elle s'est occupée de sa mère qui était atteinte d'un trouble neurocognitif. Brenda explique que cette expérience lui a permis d'approfondir sa compréhension de la proche aidance et d'enrichir son travail de coach. Bienvenue, Brenda. Également, pendant la présentation de ce matin, nous allons entendre le témoignage de Saveria, qui a été proche aidante auprès de sa belle-mère, qu'elle considérait comme une seconde maman, après son diagnostic d'Alzheimer. Elle nous partage les défis émotionnels et les petits moments de connexion qui ont marqué leur parcours. Forte de ce vécu, elle souhaite aujourd'hui offrir écoute et soutien aux proches aidants dans un esprit d'empathie et de respect. Donc, bienvenue, Brenda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler aujourd'hui de l'approche aidante et les dynamiques familiales. L'approche aidante, je veux juste dire que peut-être l'approche aidante peut être enrichissante, mais aussi difficile selon les relations familiales. Il est important de souligner que bien que cette présentation aborde la dynamique familiale et l'approche aidante en général, elle ne traite pas des situations de maltraitance. Les familles confrontées à ces difficultés peuvent avoir besoin d'un soutien spécialisé qui dépasse le cadre de cette discussion aujourd'hui. Qui sont les proches? Avant de discuter des dynamiques familiales, je vais présenter un aperçu de l'approche aidance. Qui sont les proches aidants? Mais bien qu'il s'agisse de personnes ordinaires,
Les défis qu'ils relèvent sont souvent extraordinaires. Les types de personnes aidantes, selon l'âge, les besoins des personnes aidantes ne sont pas les mêmes. Par exemple, les jeunes aidants, moins de 18 ans, sont les enfants ou les adolescents qui s'occupent d'une personne dépendante. Par exemple, un adolescent de 14 ans peut aider un parent atteint de maladie chronique en préparant les repas et en participant aux tâches ménagères. Ou par exemple, un enfant qui peut aider un grand-parent avec mobilité réduite en lui apportant ses courses ou en l'aidant à marcher. Ensuite, on passe aux jeunes adultes de 18 ans à 29 ans. Et cette étape implique souvent de balancer les études, le début de carrière et la prise en charge d'un proche. Par exemple, on peut avoir un étudiant de 22 ans qui organise les rendez-vous de thérapie de son parent et aussi le conduit en voiture. Ou bien un adulte de 28 ans actif qui aide un frère ou une sœur autiste à accomplir les tâches de la vie quotidienne. Ensuite, on tourne les adultes aidants entre les âges de 35 à 50, qui représentent souvent la génération sandwich, s'occuper à la fois de plusieurs enfants et leurs parents vieillissants. Par exemple, une personne de 35 ans qui jongle entre son travail, l'éducation de ses enfants, le soutien à un parent peut-être après une crise cardiaque. Un adulte de 45 ans qui coordonne les soins prodigués à un frère ou une sœur adulte en situation de handicap. Ou même mon âge. Moi, j'étais une personne âgée que moi, j'étais à la retraite, mais je m'occupais de ma mère. Et aussi, par exemple, quelqu'un peut s'occuper de leur conjoint, par exemple, atteint d'un trouble neurocognitif, ou bien même un retraité avec un ami qui offre du soutien quotidien après une opération. Voici les défis courants de proche aidance. Les difficultés liées aux activités à la vie quotidienne. Par exemple, un conjoint peut aider son partenaire à se laver en toute sécurité pour éviter les chutes, ou un enfant adulte aidant un parent à s'habiller en raison d'arthrite. Quand on discute des difficultés liées aux activités instrumentales de la vie quotidienne, un exemple, ce serait par exemple organiser les pilules et surveiller les horaires de prise de médicaments, conduire un parent à ses différents rendez-vous médicaux parce qu'il ne peut plus conduire, ou bien même changer les paiements des factures à cause d'un déclin cognitif. Les problèmes médicaux, il ne s'agit pas seulement de traiter la maladie chronique principale, mais aussi il y a des problèmes secondaires. Par exemple, la gestion du diabète. Peut-être qu'il faut surveiller la glycémie ou bien même les injections d'insuline. Peut-être aussi des surveillances de niveau d'oxygène chez une personne aussi atteinte de problèmes respiratoires. Une grande préoccupation, c'est les préoccupations financières et les difficultés liées à l'emploi. Par exemple, une préoccupation financière, c'est payer de sa poche les médicaments ou le matériel ou les aménagements du domicile. Aussi avoir du problème à financer les soins de répit, participer aux frais euh, ça peut coûter cher pour les frais des soins de longue durée. Aussi, j'entends souvent des difficultés liées à l'emploi. Des fois, il faut quitter le travail plus tôt pour rendre des rendez-vous médicaux, utiliser des congés pour s'acquitter des tâches d'aidant et même aussi l'inflexibilité de l'employeur. L'aidant aussi s'occupe souvent des formalités administratives et des décisions juridiques. Par exemple, demander pour les prestations, établir une procuration, préparer les taxes, s'inscrire par exemple un programme de passeport pour les adultes avec des troubles du développement. Aussi, moi, je trouve que celle-ci est une des plus difficultés, c'est le manque de services de soutien communautaire.
De nombreux aidants rencontrent des difficultés parce que les services nécessaires n'existent pas. On a des longues listes d'attente, ils sont trop coûteux ou ne sont pas même disponibles dans la région. Les pressions émotionnelles et psychologiques, le stress et l'épuisement. Proche aidante, c'est souvent une responsabilité qui s'existe 24 heures sur 24, 7 jours sur 8, avec peu de prévisibilité. Puis l'épuisement, suivant, suivent lorsque les exigences liées aux soins dépassent constamment les capacités émotionnelles et physiques de l'aidant sans soutien insuffisant. Et les émotions. Ces émotions de colère, culpabilité et ressentement sont courantes mais souvent cachées, car les aidants ont le sentiment qu'ils ne devraient pas ressentir ces sentiments. L'exemple de colère, par exemple, ce serait la colère envers la maladie elle-même, la colère face à la perte de liberté personnelle, la culpabilité. La culpabilité, c'est même avoir le sentiment de l'idée de vouloir s'absenter. Je ne veux plus être une aidante. La culpabilité après avoir ressenti de l'impatience ou surtout la culpabilité d'envisager un placement dans un foyer de soins de longue durée. Le sentiment que ces projets de vie sont mis en attente. Ou bien je vois mes amis profiter des libertés dont on ne dispose plus. Ensuite, on vient à la situation émotionnelle, les risques d'anxiété et de dépression. Les aidants sont plus exposés à l'anxiété et à la dépression en raison d'une exposition prolongée au stress. L'anxiété peut se manifester, par exemple, avec des pensées qui s'emballent dans la nuit et dont le sommeil est perturbé. La dépression liée à ce rôle est souvent négligée car elle peut s'accompagner de différentes pertes ou différents types de deuil. Par exemple, la perte de la relation telle qu'elle était avec la personne. Un parent ne reconnaît plus son enfant. Une perte d'identité personnelle. Mais je suis simplement une personne proche aidante. Perte des projets d'avenir, les voyages annulés, les retraites reportées, les rêves abandonnés, et aussi la perte ambiguë. Cela se produit lorsque la personne est physiquement présente, mais psychologiquement absente. Par exemple, une personne atteinte d'un trouble neurocognitif ou des problèmes mentaux graves. Avec l'isolement, les adultes se retirent souvent des activités sociales et souvent un manque de soutien et un sentiment d'invisibilité. Et pour la discussion aujourd'hui, les conflits familiaux. L'approche aidante peut compliquer ces relations. La critique par des décisions, par exemple, prises par des membres de famille qui habitent de loin, et ils sont pas là tout le temps, mais ils vont vous offrir leurs opinions. Comprendre les dynamiques de famille. Les dynamiques de famille saines se caractérisent par une communication ouverte, un respect mutuel et des relations de soutien, créant ainsi un environnement dans lequel chaque personne, chaque membre de la famille se sent valorisé et compris. À l'inverse, les dynamiques familiales dysfonctionnelles sont marquées par des interactions négatives, comme des conflits fréquents, une communication déficiente et un manque de soutien émotionnel. Et ces chemins malsains peuvent entraîner les problèmes émotionnels et psychologiques à long terme pour tous les membres de la famille. Il faut regarder aussi comme la culture peut avoir un effet sur la famille, la dynamique familiale, ainsi que les valeurs et le climat émotionnel. L'impact sur les relations familiales. Par exemple, ici, on regarde que l'aidant principal a peut-être soit choisi ce rôle ou lui a été attribué aux raisons de l'ordre de la naissance. Oh, t'es le plus vieux de la famille, c'est toi qui vas prendre soin de maman. Ou du sexe, t'es la seule fille dans la famille, c'est vous qui va aller
prendre soin de papa, ou de la proximité, ou de la disponibilité. Par exemple, moi, je suis à la retraite, tandis que tout le monde travaille, donc c'est vous qui allez prendre soin. Aussi, un rôle secondaire peut être tenu par un frère qui offre à ses parents du répit. Ah. Et aussi, par exemple, OK, un soutien émotionnel aussi. OK. Je regarde ici, si la famille était un bateau, ce serait un canot qui n'avance que si tout le monde rame. Le canot est un ensemble interconnecté sensible au moindre mouvement. Si l'un bouge brusquement, tout le monde le ressent. Si l'un rame avec la force, tandis que l'autre arrête, le canot part en vrille. Si personne ne communique pas, il se met à dériver. S'occuper d'un proche amplifie cette réalité. Les rôles changent, les émotions sont vives et l'équilibre devient encore fragile. Tous les membres de la famille concernés ou touchés par les décisions relatives aux soins peuvent être impliqués, qu'ils soient proches ou qu'ils ont même une personnalité difficile, qu'ils posent des ressources limitées ou qui visitent rarement ne devraient pas être exclus. Envisager d'être impliqué tout le monde dans les plans de soins et la prise de décision, cela permet de favoriser un bon soutien et de réduire les conflits. Stratégie pour ramer dans la même direction. Où allez-vous? Il est important de s'entendre sur la destination, c'est-à-dire sur les objectifs et d'équilibrer la charge de travail. Une répartition réaliste de responsabilités et une rotation des tâches sont essentielles. Les conflits surgissent lorsque les priorités ne sont pas partagées. Un petit mot sur les membres de famille qui travaillent dans l'ombre. C'est pas nécessairement qu'ils sont là physiquement, mais peut-être c'est eux qui vont prendre des rendez-vous ou bien gérer les formalités administratives, par exemple, relatives à l'assurance, ou rechercher les options de soins et apporter un soutien émotionnel à la famille. Donc, il est bon de se rencontrer régulièrement, de clarifier les attentes, de nommer et valider les émotions et surtout d'éviter les suppositions. Et quand on ne rame pas ensemble, le canot se trouve dans une situation de crise. Une personne rame à reculons, quelqu'un traîne sa rampe dans l'eau, créant une résistance. Le canot n'avance pas, le canot se renverse, se remplit d'eau et coule. Pareillement, les familles peuvent se retrouver en situation de crise. Une famille peut se sentir dépassée. Un autre peut fuir ses responsabilités. Ou les vieux schémas familiaux refont surface. Donc, l'objectif des rencontres familiales, ce n'est pas de tout résoudre les problèmes familiaux qui ont existé pour longtemps, mais plutôt de s'assurer que tout le travail dans la même direction et de terminer ce qui doit être fait. C'est aussi l'occasion d'exprimer les préoccupations actuelles et de clarifier les malentendus. Les réunions de famille peuvent être très difficiles, surtout lorsque les sentiments ou les anciens problèmes n'ont jamais été abordés. Lorsque les membres se retrouvent après des années d'anciens conflits peuvent reparaître, comme j'ai dit, mais si ces tensions restent empêcher une discussion constructive ou une prise de décision rationnelle, il est recommandé d'avoir un professionnel pour animer la rencontre et apporter une objectivité nécessaire. Par exemple, intervenant de santé ou comme moi-même, un coach en proche aidance. Et juste pour avoir un résumé ou pour résumer, voici des stratégies d'adaptation de scène. C'est maintenir une communication ouverte entre tous les membres de famille et utiliser, par exemple, le jeu pour exprimer vos sentiments et vos besoins. Par exemple, au lieu de dire « tu n'es jamais avec papa », essayez plutôt de dire « je me sens dépassée quand je dois gérer seul tous les rendez-vous de papa ». Cela permet d'éviter les réactions défensives et favorise un dialogue constructif.
Et aussi, éviter les tu devais. On hésite de rejeter la faute sur les autres. Peut-être au lieu de dire tu devrais rendre visite à papa plus souvent, on peut essayer de dire j'apprécierais que tu passes plus de temps avec papa. Ensuite, cela peut éviter la culpabilité et le ressentiment qui peut venir à gâcher les conversations. Fixez des limites claires pour préserver votre temps, votre énergie et votre bien-être. Respectez les points de vue et les opinions divergentes. En respectant les différences, ça permet de trouver des compromis plutôt que de créer des conflits. Et en fait de la bienveillance, cultivez la compassion, la patience et la compréhension envers les autres. Par exemple, si quelqu'un oublie d'apporter les courses ou manque une visite, réagissez avec compréhension plutôt qu'avec frustration. Et partagez les occasions de répit. Offrez votre soutien lorsque cela est nécessaire. Changez, changez les tâches et pour que les dents principales puissent se reposer. Juste brièvement parler d'un cas. OK? Merci. Voici un cas. On a ici Papa Simon qui demeure avec sa fille Marie-Jeanne et son conjoint Daniel dans la même maison à Toronto, mais papa a sa propre chambre. Papa a besoin de soutien en raison de son âge et beaucoup tombe sur les épaules de Marie-Jeanne. Daniel partage l'espace, mais son niveau d'implication dans les soins de Simon n'est pas clair. On a aussi Alex ici, qui est fils unique. Il demeure à Sudbury, mais il est atteint d'une maladie chronique et débilitante. Il rencontre parfois une fois par semaine au Zoom. Alex offre du soutien à distance, mais il ressent la culpabilité à cause de ses limites. On a aussi Suzanne. Suzanne, elle est, Suzanne, elle est coupée de sa famille pendant 20 ans, mais elle reprend maintenant contact, surtout avec son père. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les tensions ont augmenté dans la famille après un incident avec Simon. Simon avait laissé le robinet ouvert, l'eau débordée de l'évier et causé un gros dégât. Marie-Jeanne était furieuse avec l'inondation, très frustrée avec Simon, et Simon était rempli de honte. Comme coach, j'ai eu l'occasion de soutenir Alex avec du coaching. Donc l'intervention de coaching, c'est que j'avais fourni un modèle structuré de réunion et des conseils par étape pour soutenir Alex. Créer un ordre de jour pour réduire l'intensité émotionnelle et de garder la discussion productive, encourager la participation et demander à chaque membre de la famille de partager leurs préoccupations, de rester concentré non sur qu'est-ce qui s'est passé, mais sur la situation actuelle de soins et non sur les personnalités. Chacun peut exprimer ses sentiments et ses idées sans jugement, donc pour assurer une voix égale, clarifier honnêtement, déterminer ce que chacun peut faire de façon réaliste et documenter le plan. Donc pour avoir les résultats pour l'avenir, c'est mettre en place une communication régulière, définir les rôles clairement et soutenir Marie-Jeanne en lui offrant du répit. Gérer le tour de Suzanne dans la famille en abordant les tensions passées, mais aussi en lui donnant des tâches à adapter. Quand ça vient pour Simon, c'est l'inclure dans les soins, la procuration et même ses préférences pour les soins de fin de vie. Et aussi maintenir la contribution de Daniel à l'entretien de la maison. Et maintenant, c'est tout pour mon parti, mais j'aimerais vous présenter ici Saveria. Et Saveria va nous parler de son expérience vécue comme proche aidante. Saveria? Oui. OK. Alors, je vais vous présenter cette histoire de vie. Mon nom est Saveria. La maman de mon conjoint, soit ma belle-mère, était pour moi une personne que je considérais comme une seconde maman.
Lorsque nous avons appris qu'elle avait la maladie d'Alzheimer en 2006, ce fut pour nous le choc de notre vie. Elle était soudainement devenue une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer. Cette personne qui nous était si chère allait vivre les 7 dernières années de sa vie aux prises avec cette maladie dont nous ne connaissions rien. L'expérience vécue auprès d'elle nous faisait ressentir parfois un sentiment d'impuissance devant cette maladie qui avançait et faisait des ravages. C'est comme si l'on nous avait volé ce temps que nous voulions passer avec elle, si petit soit-il. Le temps que l'on passait avec elle ne consistait qu'en de petits moments de joie qui devenaient de plus en plus rares. C'est comme si une lampe s'allumait dès qu'on allait la voir, puis quelques instants plus tard, cette lampe s'éteignait. Ses yeux s'éblouissaient pendant un instant comme si elle nous reconnaissait, puis devenaient ternes et vides de sens quelques instants plus tard, comme si elle ne nous connaissait pas, comme si nous étions des étrangers à ses yeux. Alors la joie faisait place à l'indifférence et on avait envie de pleurer, mais on ne pleurait pas devant elle. Nous ressentions, mon conjoint et moi, un sentiment de culpabilité du fait que nous n'avions pas été capables de reconnaître les symptômes précurseurs de cette maladie. De plus, nous n'avions pas envie de parler de cette situation car nous avions peur d'être jugés de n'avoir pas bien pris soin d'elle. Elle aimait plier des serviettes à vaisselle, une série de gestes habituels qui faisaient partie de sa vie quotidienne. Donc, on faisait ceci quand on la rencontrait, on lui laissait plier des serviettes. Nous pensions que c'était important de lui parler comme si elle comprenait tout ce qu'on lui disait. On lui tenait la main pour lui faire comprendre que notre amour était inconditionnel. Être en mesure de parler de cette histoire de vie, de son histoire de vie, et aussi en tant que personne aidante naturelle, sans avoir besoin de dissimuler les difficultés que nous avons vécues, la stigmatisation qui était associée, constitue la première étape vers le bien-être. Alors, c'est dans le cadre de cette nouvelle perspective d'espoir que je suis prête à échanger avec vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si Brenda, vous avez des questions. Oui, j'ai des questions. Oui, merci. Merci pour nous avoir raconté cette histoire. Merci. Pouvez-vous dans votre expérience vécue, pouvez-vous nous décrire une situation où la famille dynamique est devenue difficile et ce qui a rendu cette situation compliquée? Oui, à un moment donné, nous avions déménagé plus loin de chez ma belle-mère et c'était difficile tant sur le plan émotionnel que physique, justement, de ne plus être proche d'elle. Et dans la culture italienne, c'est le fils aîné qui prend soin des Hmm. décisions. Et donc, c'était mon conjoint qui devait faire, justement, prendre la décision difficile de consentir au placement de sa mère au foyer de longue durée. Et pourtant, c'était sa sœur qui était la personne qui était en charge. Mais nous aurions voulu être plus impliqués dans les soins donc de ma belle-mère, mais nous ne pouvions pas le faire. Donc, parfois, un peu peut-être par culpabilité, quand on rencontrait notre belle-sœur ou quand on lui parlait ou quand on était sur place pour visiter ma belle-mère, on questionnait beaucoup, hein, les préposés de soins. Est-ce on prenait bien soin d'elle? Est-ce que Hmm. c'était vraiment vrai on répondait à tous ses besoins? Donc, je pense que c'était par culpabilité peut-être, mais on n'arrêtait pas de questionner tout ce qui se faisait dans la maison, dans le foyer de soins de longue durée. Et parfois, moi, je ressentais que ben, j'étais la belle-sœur qui questionnait tout. Donc, mais ça faisait partie de des émotions qu'on ressentait Mhm, à ce mhm. moment-là. Oui, comment est-ce que vous et votre famille, avez-vous traversé cette épreuve?
Et qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Bien, cette époque-là, parce que là, on parle de 2006, puis là, pendant 7 ans plus tard, donc pendant 7 ans, elle a eu cette maladie. Nous ne connaissions pas trop, nous n'avions pas trop de connaissances et de formation sur les troubles neurocognitifs. Donc, ceci nous laissait souvent dans l'insécurité, puis dans un sentiment d'impuissance. Puis, comme je l'ai dit, on remettait en question les soins offerts, mais même une fois, j'avais essayé, même un peu avant qu'on voit vraiment les symptômes précurseurs, on les reconnaissait pas, on savait pas du tout. Maintenant, si c'était maintenant, je pourrais dire oui, ça, ce sont des symptômes précurseurs, mais pas à cette époque-là. Et j'avais voulu une journée comme conduire moi-même ma belle-mère chez la secrétaire médicale, puis j'ai appelé la secrétaire et j'en ai pas vraiment parlé avec ma belle-sœur, je l'ai pas consulté. Donc la secrétaire médicale a appelé ma belle-sœur et ça a fait un peu de conflit parce que c'est comme si je voulais prendre les choses en main tout à coup et ça a rendu disons, un peu la relation un petit peu plus difficile. Et donc, maintenant, je me rends compte que peut-être que ben, j'aurais pu la consulter, c'est avant de faire l'appel, parce que la secrétaire l'a appelé, parce qu'il y avait deux personnes en charge. Donc, c'était un peu, c'est pas que je pensais mieux faire, c'est que je pensais aider, mais en fait, j'ai créé un petit conflit sans le savoir. Et aussi, quelles leçons avez-vous tirées qui pourraient aider d'autres personnes aidantes Bien, dans cette situation? Avec le temps, bien sûr, parce que là, sur le coup, on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait. On réagissait parfois à des situations, mais avec le temps, maintenant, j'ai compris que je saurais mieux communiquer justement avec une personne qui a des troubles neurocognitifs, mais également plus de patience, j'aurais plus de patience, plus de compassion, bien sûr. Oui. Et les faux pas que j'ai faits, les moments difficiles à travers, je suis passée avec, surtout avec bon, ma belle-sœur, mais je me suis rendu compte que ma belle-mère est décédée maintenant, puis j'ai quand même, on s'est rendu compte, mon conjoint et moi, que parce que nous avons entretenu des liens solides avec bon, ma belle-sœur, lui, c'est sa sœur, donc cela nous a aidés justement, même si on a eu des petits conflits. Donc, cette relation s'est solidifiée parce que la relation était solide au point de départ. Donc, si dans les familles, les relations ne sont pas solides au point de départ, ça cause plus de conflits. Donc, c'est vraiment ça déclenche toutes sortes de ressentiments et puis de colère, comme tu as mentionné. Mais si la relation est solide, ben ça nous aide. Même si on passe à travers des moments difficiles, on peut resolidifier les liens plus tard. Et c'est ce que nous avons fait parce que maintenant, moi, j'ai encore une fois une excellente relation avec ma belle-sœur, relation de soutien parce qu'elle était veuve, elle aussi jeune, mais elle s'est occupée de ma belle-mère, donc avec tout ce qu'elle a fait. Donc, je lui suis très reconnaissante. Et donc, c'est ça que je dirais, moi, euh, il faudrait, bon, on peut pas tous avoir de bonnes relations solides, Non. mais disons que quand devient proche aidant, si la relation solide avec les membres de la famille, donc les relations ne sont pas solides, ça va causer des conflits plus grands. Et donc, euh, je me dis, essayons dans notre vie d'avoir des relations harmonieuses parce que plus tard, si on doit prendre soin de personnes, donc si on devient proche aidant, ce soutien solide pourrait nous aider. C'est ça que je dirais. Et puis, euh, c'est difficile pour moi de raconter cette histoire, mais j'ai voulu le faire. Bien sûr, j'ai demandé à mon conjoint et il m'a dit que c'est correct parce que j'avais de la difficulté encore à demander à ma belle-sœur. Mais mon conjoint m'a dit, vas-y, parce que peut-être ton témoignage va peut-être aider d'autres proches aidants. Et puis, je voulais le faire aussi pour rendre hommage à ma belle-mère, qui est une Mhm. personne qui a vraiment été comme une seconde maman. Et je voulais en fait honorer cette personne qui avait pris soin de nous tout au long de sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, on va retourner les questions avec Carmen.
Merci beaucoup. Oui. Un autre appel que vous pouvez poser des questions ou des commentaires, offrir vos commentaires dans la boîte. Et en attendant que cette possibilité-là existe, euh, ah, bravo, je viens de voir d'une question. Avez-vous des trucs et astuces pour mieux communiquer avec les proches aidants familiaux? Je peux répondre à celle-là. Moi, j'avais déjà parlé de, par exemple, avoir un affiche qu'on peut mettre sur le frigo. Par exemple, une liste qui dit mes cadeaux de service. Donc, c'est comme proposer une liste de tâches et de dresser cette liste pour laquelle vous avez besoin de l'aide et puis laisser la personne choisir. C'est une bonne idée pour les aidants et d'intituler cette liste cadeaux de service afin de transformer de l'aide pour que ce soit un véritable cadeau. Que ce soit, par exemple, des gens qui accordent un peu de leur temps et de leur énergie, même si c'est un petit moment, c'est comme si on vous offrait un cadeau. Par exemple, on peut mettre sur la liste, on voit la tâche. Et ensuite, qui serait disponible pour faire cette tâche? Par exemple, tondre le gazon. Mais c'est mon frère Jean-Guy qui peut aider. Ou bien, j'ai besoin de sortir, c'est quelqu'un qui peut me donner du répit. Donc, j'ai trouvé que les membres de famille peuvent aider peut-être à compléter ces listes de tâches. Et j'ai vu que c'était vraiment, par exemple, souvent, les personnes peuvent dire, comment est-ce que je peux aider? Il n'y a pas vraiment une bonne réponse de la personne aidante principale, mais si on utilise une liste comme ça peut montrer des tâches qui ont besoin d'aide. Merci beaucoup, Brenda. Et peut-être qu'il y a des participants ou des participantes qui ont aussi d'autres idées au niveau des trucs et astuces qui favorisent la communication à l'intérieur des familles. J'en profite pour attirer votre attention sur les commentaires qu'il y a dans le chat. Jacqueline Noiseux nous a rappelé l'existence du réseau de prévention, qui est une autre source quand peut-être que vous sentez que c'est vraiment trop lourd et que peut-être il y a du harcèlement qui se passe dans votre entourage. Il y a plusieurs commentaires qui remercient Saveria de son témoignage. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que l'une ou l'autre, Brenda ou Saveria, vous avez d'autres commentaires que vous aimeriez offrir? Oui, je voudrais dire aussi que c'est oui, les conflits parfois, les conflits familiaux, justement, si oui, parce que c'est pas résolu à un moment donné, parce que c'est difficile, des ressentiments peuvent aller à l'autre génération, comme ça peut se transmettre dans l'autre génération. Si on a du ressentiment, par exemple, pour certaines choses qu'on a faites puis qu'on n'a pas résolues, parce que la génération future entend des fois les conflits comme les neveux, les nièces, là. Si on a entendu les conflits et bon, et puis que si on n'avait pas résolu, ben peut-être que ça pourrait aussi se répercuter dans la génération future, hein. Donc, c'est vraiment et c'est difficile parce que, comme vous savez, dans les familles, il y a toujours des petits conflits, mais si à un moment donné, on peut essayer de les résoudre après même avoir aidé une personne dans la famille, bien, ça va nous aider parce que donc les autres générations ne seront pas aussi affectées. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Brenda, veux-tu rajouter quelque chose? Oui, deux choses. Quand ça vient avec les sentiments, c'est de peut-être utiliser un groupe de soutien Mhm. ou bien le coaching ou le counseling pour juste euh, aider avec les émotions, par exemple, pour juste les mettre à une bonne place au lieu de les porter. Donc ça, par exemple, Lozano offre le mentorat avec les pairs, les groupes de soutien et aussi le coaching, comme moi je suis un coach.
Une autre chose que j'ai appris, c'est avec communication, c'est utiliser les phrases avec le je. C'est je crois, je pense, euh, et utiliser le je pour mettre l'emphase pour vos émotions. Par exemple, je me sens dépassée quand je dois gérer tous les rendez-vous, toutes les rendez-vous de papa. Comme j'ai dit, en utilisant le jeu, ça peut éviter une réaction défensive et aider à favoriser un dialogue constructif. Par exemple, si tu devrais, ça aussi, ça peut éviter les tu devais. Donc, quand ça vient à la communication, c'est parler du jeu et essayer d'éviter les tu devrais. Merci beaucoup, Brenda. Dans le chat, vous avez différentes ressources si vous sentez le besoin de parler à quelqu'un. Et puis, quand vous lisez ces ressources-là, vous pouvez dire, ben, je sens pas le besoin d'accéder à cette ressource-là, mais peut-être que moi, je pourrais devenir coach ou mentor. Alors, ça peut être utilisé pour ces deux raisons-là. Il y a aussi pour des gens qui préfèrent lire un peu avant de parler à quelqu'un. Sur le site web de Losano, il y a plusieurs articles, plusieurs guides qui peuvent vous aider aussi à différents moments donnés. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il y a un commentaire de Jacqueline. Lorsque ma mère était en fin de vie, que nous veillons à son chevet à tour de rôle, nous avons utilisé un cahier de communication pour l'autre qui vient prendre la relève afin de décrire comment cela a été, si une infirmière est venue, etc. Donc, un autre moyen pour favoriser la communication entre les membres de la famille. Oui, aussi. Mhm. Aussi, j'avais eu où tout le monde dans la famille parlait ensemble et tout le monde voulait avoir leur point de vue. C'est d'avoir comme un bâton, puis tu n'avais pas le droit de parler sans que personne passe le bâton. Et là, vous avez eu la plateforme pour dire vos préoccupations, vos idées, et c'était un autre moyen que tout le monde devait écouter et non juste parler l'un dessus l'autre. C'est beau, c'est Mhm. beau. Euh, Donc, de la part de notre équipe à Lausanne, j'aimerais remercier Brenda et Saveria pour avoir partagé leur expérience avec nous. Je vous remercie tous également pour votre participation. Nous espérons que vous avez trouvé les informations et les témoignages présentés utiles. Donc, j'espère que votre journée se passe bien et je tiens encore à remercier tous les deux présentatrices et puis tous les participants. Bonne fin de journée. Merci.